nous ne contrôlons pas l'Organisation mondiale du commerce. Donc nous sommes à la merci de la fluctuation des prix, pour commencer. Numéro 2, quand vous avez des importations, ces rentrées intègrent immédiatement la comptabilité nationale. Donc il y a une espèce d'effort qu'on demande au pays pour financer, il y a un effort vers le financement. Et dit, ça peut être transitoire, mais la bonne solution, on dit, une bonne solution doit toujours être tenir compte de vos capacités propres. Je dis, l'Afrique est le lieu où il y a le plus de matières premières. On va même parler de l'argent un jour, parce que je crois que les gens ont une très mauvaise compréhension de l'argent, de la monnaie. Ayant toutes ces matières premières, on peut s'appuyer sur elles pour financer l'Union européenne et rendre les pays africains moins vulnérables aux prédateurs. Vous voulez dire l'Union africaine? L'Union africaine déjà. Pour financer l'Union africaine. Pour financer l'Union africaine, financer même les projets africains et rendre même les pays africains moins vulnérables aux assauts des prédateurs. Comment? J'ai dit, on centralise la gestion de nos matières premières. Plutôt que de laisser les pays indépendants, de façon individuelle, plutôt négocier le prix de leurs matières premières avec des prédateurs qui sont beaucoup plus puissants qu'eux, on met une organisation extrêmement puissante en place qui est le seul lieu où les étrangers viendront négocier les matières premières. Mais ça contrebalance même leur bourse. Parce que vous n'ignorez pas que le pétrole africain aujourd'hui est négocié au NYMEX, le New York Mercantile Exchange, ici à New York. On n'a pas de hedge fund là-bas en tant qu'Africain. Donc avec cette organisation centrale, non seulement les pourcentages que les pays africains vont retirer de là seront beaucoup plus élevés, en plus un pourcentage sera donc dirigé vers le financement de l'Union africaine et une autre partie vers des projets qu'on va appeler structurants pour l'Afrique. Et cela, j'ai dit, c'est transparent par rapport aux budgets nationaux. Parce que l'argent n'est pas encore entré dans vos pays, dans les caisses de vos pays, pour que vous les détaissiez. Comme aujourd'hui avec les 0,2% des importations. Que ça va directement, vous ne le ressentez pas. Et en plus, vous avez un plus grand gain en termes de vos matières premières. Mais j'avais ajouté, pour que cette solution pratique puisse être mise en place, il faudrait qu'il y ait une banque d'accompagnement. Vous voyez pourquoi je reviens encore à la banque de la diaspora. Pas nécessairement elle-même, mais une banque africaine. Au point que si un pays est en cours de négociation du coût de ses matières premières, qu'elle ne soit pas pénalisée par la lenteur des négociations, qu'on puisse lui faire des avances budgétaires, oui, ou des avances financières. Voilà, c'est ce que vous voulez dire. Justement, vous venez de parler des limites du modèle de financement de l'Union africaine aujourd'hui, et vous avez en même temps proposé une solution où vous dites que l'Union africaine pouvait se financer à travers la création d'une entreprise panafricaine qui va gérer toutes les ressources minières de l'Afrique et qui sera comme une vitrine qui va négocier les prix de ces matières premières-là avec les autres pays acheteurs. Nous savons également que la question monétaire aujourd'hui est une question brûlante dans le continent africain où il y a beaucoup de langues et puis beaucoup de contradictions et les choses ne bougent pas beaucoup. Est-ce que cette solution que vous proposez, si on reste toujours dans le cadre du franc CFA aujourd'hui, dont on connaît les limites, est-ce que cette solution pourra vraiment être une solution efficace? Vous faites bien de mettre sur la table le problème de la monnaie et vous demandez le lien que ce problème de la monnaie a avec l'institut qui va être en charge de gérer les ressources naturelles. Il y a des liens très forts parce que c'est les ressources naturelles en vérité qui garantissent la monnaie. Et vous avez vu que tous les pays de l'Europe, on va dire occidentale et du monde, parce que la vérité est que l'Afrique, dans les estimations, a à peu près 60% des ressources naturelles. Ça veut dire que tous les autres sont assez pauvres en matière de ressources naturelles. Et qu'est-ce que vous avez vu? Parce qu'il faut absolument avoir des ressources naturelles pour garantir
la monnaie, vous avez vu que tous ces pays-là sont concentrés sur l'or. Parce qu'il faut une ressource naturelle. Absolument. Les Africains n'ont pas ce problème. Les Africains non seulement ont de l'or, ils ont le cobalt, ils ont le coltan, ils ont le manganèse, on a tout. Donc on a toute une assiette de matières premières qui vont immédiatement rendre une monnaie africaine extrêmement forte. Mais on ne franchit pas les étapes n'importe comment. Quand vous parlez avec le CFA, le problème du CFA, il faut l'élargir. C'est un problème beaucoup plus large qui va bien au-delà de la France elle-même. Parce que la France a une garantie sur le CFA de la part de ses partenaires à cause des accords de Bretton Woods qu'ils avaient eu. Vous savez que le dollar avait été considéré par eux tous, accepté par eux tous comme la principale monnaie d'échange et que les autres se définissaient par rapport au dollar. À l'époque, ils ont essayé de maintenir une parité fixe avec le dollar et que le dollar avait pour mission de maintenir une parité fixe avec de l'or. Vous voyez qu'il y a toujours une matière première quelque part. Mais quand je regarde les écrits de quelqu'un comme John Henry Clark, parce que dans toute chose, il y a ce qu'on appelle un rapport de force. Absolument. Et à un moment donné ou à un autre, nous avons à montrer un peu de nos muscles. Absolument. Que ce soit John Henry Clark ou Arthur Lewis, ils ont fait des études, ils vous disent que si l'Afrique ferme ses portes pendant 6 mois, l'Europe s'écroule. Économiquement. Les États-Unis pourront rester peut-être une année, mais vont s'écrouler. Vous comprenez maintenant pourquoi tous ces pays sont en Afrique et cherchent à récupérer l'Afrique. Donc, ayant de tels leviers, on doit pouvoir se mettre des garde-fous pour négocier. Parce que si on met ces choses en place, on contrôle nos biens, la France n'a pas d'autre choix que de venir négocier. Donc, par rapport au CFA, et même pour le reste, nous ne sommes pas en position de faiblesse, nous sommes en position de force. Mais qu'est-ce qui manque? C'est ce que Marcus Garvey a appelé que le pire des virus que l'Occident a introduit en Afrique, c'est la désorganisation. On est désorganisé, on ne parvient pas à s'organiser. C'est pour ça que vous avez vu dans mon livre, quand je parle d'économie, j'ai dit l'un des principes, ce qui devait être l'économie pour nous, devait être une science de l'organisation et de la mobilisation des ressources, que ce soit le capital humain ou le capital économique. Et voilà. Donc, ce que je disais, c'est qu'il y a, pour conclure, il y a un grand rapport et les gens ne doivent même pas penser global en termes de monnaie africaine parce que voici une idée très simple. Puisque 54 pays ne vont jamais être d'accord au même moment d'avoir une monnaie, ça c'est utopique. Ça vient au fur et à mesure, mais il peut avoir une banque centrale. Donc, mon idée était laisser chaque pays avoir sa monnaie et il y a des banques centrales régionales. Mais voici seulement le problème. Au niveau régional, vous maintenez une parité fixe de vos monnaies avec des échanges sans taux d'intérêt. Ça veut dire quoi? Ça revient en gros à dire que vous avez la même monnaie. La même monnaie. Vous le faites au niveau régional et les régions gèrent entre elles de la même façon. À la fin, tous les pays africains ont la même monnaie. Et on peut donc avoir une monnaie théorique comme les 3 de tirage spéciaux que le FMI utilise, que quand nous traitons avec les autres, c'est elle qu'on utilise. Et que chacun utilise sa monnaie localement, les régions inter-échangent, ont peut-être leur monnaie pour s'inter-échanger. Mais c'est ça l'idée, que c'est pyramidal. Mais pour moi, c'est toujours un rêve. Les Africains aiment toujours viser très loin pour que beaucoup se donnent des raisons pour ne même pas commencer. Parce que c'est inatteignable. Libérez tous les pays, que chacun ait sa monnaie si vous voulez, mais de façon régionale, organisez-vous de manière à ce que vous ayez une banque centrale qui assure qu'il y a des échanges à parité fixe et sans taux d'intérêt. Voilà. Vous consacrez la 5e partie de cet ouvrage à quelques figures historiques. On peut parler de Marcus Garvey, Imhotep, Cheikh Anta Diop, John Ross, mais je voudrais surtout qu'on parle des hommages aux dames de fer. Quelles sont les prouesses que ces dames ont apportées?
Ça, je vous remercie pour cette question parce que, en vérité, parmi les personnages historiques dont j'ai parlé, c'est ces deux dames qui m'ont véritablement marqué. Et vous me demandez de savoir pourquoi est-ce que j'ai été autant impressionné par ces dames. Si vous regardez l'introduction, je commence par une phrase qui est pratiquement métaphorique, une métaphore. Quand je parle du voyage des Européens, c'est-à-dire le Premier ministre britannique, Chamberlain, et le président du Conseil français, Daladier, chez Hitler, pour sauver ce qu'ils ont appelé la paix. Il est vrai qu'aujourd'hui, avec des nouveaux historiens, on se demande même en vérité qui voulait la guerre et qui ne la voulait pas. Mais ce n'est pas de ça que nous parlons, nous sommes dans l'histoire officielle. Ils ont sauvé, comme ils disent, la paix. Quand ils sont rentrés chez eux, ils ont été accueillis en héros. En particulier Chamberlain. Mais en Angleterre, Churchill a quand même lancé à Chamberlain cette phrase à l'aéroport. Entre la lâcheté et la guerre, vous avez choisi la lâcheté, mais vous obtiendrez la guerre. Vous savez que j'ai embrayé en disant, nous avons eu des dames en Afrique qui, elles, ont choisi la guerre pour essayer d'obtenir la paix et le respect. Et c'est ces deux dames. La reine Dinga de l'Angola, elle a